Voilà, bonsoir à tous. Donc merci d'être là pour cette troisième conférence, enfin troisième soirée de la petite université. Hein. C'était une semaine incroyable. Donc en plus, il y en a qui ont vraiment tout fait. Hein. Donc bravo à eux. Alors évidemment, ça paraît ne pas être tout à fait le même thème qu'en début de semaine. Hein. C'est pas l'amour, mais finalement, en filigrane, on est dans des thématiques sur les rapports de domination, etc. Donc finalement, là, c'est davantage entre groupes sociaux. Et je pense que ça reste quand même un moment historique phare qui a marqué l'histoire de France, mais plus globalement peut-être de l'humanité, j'en sais rien, tu nous en parleras. Donc tout le monde connaît la Révolution française, mais peut-être avec un peu moins de précision. Cette nuit qui a quand même fait basculer beaucoup de choses. Donc on est très heureux pour ça de recevoir un grand spécialiste qui en plus a écrit un livre que vous pourrez vous procurer éventuellement avec Pascal de la librairie Landru. Donc voilà, Bertrand Guillot qui a travaillé, qui est un romancier, essayiste, qui a une grande passion pour l'histoire et qui, je pense, saura nous la faire partager. Donc, il va nous faire d'abord une présentation, puis il y aura un temps de questions ensuite. Donc, sentez-vous libre, bien sûr, de poser vos questions. Et encore une fois, un grand merci aussi à l'Héliopique de nous accueillir ce soir et un grand merci à Bertrand d'être avec nous et de nous faire partager sa passion et son expertise sur le sujet. Anna. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à la petite université de Chamonix. Merci à toutes et tous qui êtes là ce soir. Alors, je suis effectivement romancier, pas historien. Donc, je vais essayer de ne pas vous faire un cours d'histoire. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question de la nuit du 4 août et de l'abolition des privilèges, je ne savais rien d'autre que ça. J'avais des souvenirs de collège ou de lycée et on me disait 4 août et j'étais capable d'appuyer sur le buzzer en disant « Abolition des privilèges !» Mais qu'est-ce qu'ils avaient aboli? J'en savais pas grand-chose. Et comment ils avaient fait? J'en savais encore moins. Donc, j'ai creusé. Je suis allé regarder dans les archives de l'époque et j'ai cherché vraiment des personnages. Donc, j'ai rien voulu inventer, mais j'ai cherché dans l'histoire des gens qui avaient raconté comment ils avaient vécu cette époque-là. Et donc, c'est sur ces gens-là que je me suis basé pour écrire donc, ce livre-là, où qui s'appelle L'abolition des privilèges, où j'ai pas introduit de personnages fictifs. Donc, tout est vrai, a priori. J'ai travaillé aussi avec des historiens pour bien vérifier que j'avais pas dit trop de bêtises. Voilà. Et ce que je vous propose ce soir, c'est de revoir un peu cette époque-là. Je ne vais pas faire comme dans le livre, je ne vais pas vous introduire des personnages, etc. Mais on va essayer de se mettre un peu à la place des hommes. Alors, il n'y avait pas de femmes dans l'Assemblée à cette époque-là, mais des hommes qui, début août, à l'été 1789, ont tout changé, à un moment où ça n'allait pas du tout. Donc, il va y avoir un petit moment quand même de 5-10 minutes de mise au point pour rappeler quel était le contexte de 1789. Et puis après, si ça vous rappelle quelque chose, les États généraux de 1789, oui, un peu tout le monde, super. Donc on va voir un peu ce qui s'est passé pendant ces États généraux jusqu'au 4 août. Et là, on ira plus précisément sur la fameuse nuit du 4 août. Pour commencer, moi je me suis dit, tiens, pour introduire, je pourrais regarder ce qui s'est passé en Savoie en 1789, qui étaient les députés savoyards aux États généraux. Et évidemment, il n'y en avait pas, puisque la Savoie n'était pas en France. Cela dit, ça a un côté intéressant, c'est que donc, la Savoie a été rattachée définitivement en 1860, je n'apprends rien à personne. Mais la France, en 1789, c'est une collection de provinces qui ont toutes été rattachées à la couronne, comme on dit, à des moments divers de l'histoire. Donc ça joue sur 600-700 ans. Et à chaque fois qu'il y avait un duché, une province qui était rattachée à la France, il y avait un traité de rattachement. Et ce traité octroyait plein de privilèges à la nouvelle province pour qu'elle garde en fait plutôt ses droits anciens. Donc il y a une province qui a joué un grand rôle au début de la Révolution française, qui est pas très loin d'ici, qui est le Dauphiné. Le Dauphiné avait des coutumes qui étaient très spécifiques et avait aucune envie de les fondre dans autre chose. Donc voilà, ce petit point important, il faut avoir en tête que la France de 1789, c'est une collection de... Enfin, c'est Versailles, donc
tout est centralisé vers Versailles, mais que en dehors de Versailles, il y a beaucoup de choses qui se font un peu comme on veut. Et très différemment entre la Bretagne, le Dauphiné, la Provence, etc. Voilà. On a appelé ça donc la nuit de l'abolition des privilèges, et il faut, sans faire un cours magistral, qu'on parle un peu de ces privilèges. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit privilège, on parle beaucoup, on pense privilège masculin, privilège blanc, privilège des riches. À l'époque, c'est pas exactement ça, c'est beaucoup plus précis. En fait, quand une ville peut faire marcher 2 fois par semaine, c'est un privilège. Quand une province comme la Bretagne est exemptée d'un impôt, ils ne payaient pas la gabelle qui était l'impôt sur le sel, c'était un privilège. Quand un journal paraissait, il y avait très peu de journaux à l'époque, et pas des journaux comme aujourd'hui, mais quand un journal paraissait, il y avait en dernière page un petit sticker, entre guillemets, qui disait « Privilège du roi », qui autorisait la publication. En gros, en 1789, et depuis des siècles, la norme, c'est qu'on n'a pas le droit, et si on peut, c'est un privilège. Et le privilège le plus important à l'époque, il est pour ce qu'on appelle les 2 ordres privilégiés, qui sont le clergé et la noblesse, qui ne payent pas d'impôts. Alors, ils sont très riches, enfin, le clergé en lui-même, l'Église française est très riche, les évêques sont très riches, les curés de campagne, eux, sont plutôt pauvres. Et la noblesse, elle est aussi divisée. Il y a de la petite noblesse, de la grande noblesse, mais les nobles ne payent pas d'impôts parce que, historiquement, c'est eux qui faisaient la guerre pour le roi. Donc, en contrepartie, ils ne payaient pas d'impôts en argent, ils payaient ce qu'on appelle l'impôt de sang. Quand on est en 1789, la dernière guerre qu'il y a eu, c'était 40 ans avant. Donc voilà, 30 ans avant. Et la dernière chose sur les privilèges, c'est que vous avez des emplois qui sont réservés aux nobles. Et donc vous avez une société qui ne peut pas tellement bouger, parce qu'on sait que les militaires, par exemple, voilà, seuls les nobles peuvent entrer dans l'armée. Quasiment, on ne parle pas de fonctionnaires à l'époque, mais tout ce qui est emploi public, globalement, au-dessus d'un certain niveau hiérarchique, c'est réservé aux nobles. Et c'est même devenu héréditaire, donc on va en reparler un petit peu après. En gros, c'est une société un peu bloquée, ou en tout cas rien ne peut plus bouger. On a aussi une société qui a un trésor royal qui a un déficit abyssal. Non, mais il y a un nombre de parallèles avec aujourd'hui, je vais pas trop les souligner, mais vous allez les voir, je vous promets que j'invente rien. Donc on a les plus riches qui ne payent pas d'impôts, un impôt, un déficit monumental, alors qui a été creusé par la guerre d'indépendance américaine. Louis XVI a envoyé plein d'armées faire la guerre aux Anglais en Amérique. Ça a creusé un déficit, mais il y avait déjà un déficit depuis longtemps. Et alors, il y a quelque chose qui n'est pas comparable avec aujourd'hui, c'est quand même que le budget de l'État, vous avez la moitié en gros qui est là pour payer les gens à Versailles et leurs domestiques. Enfin, les domestiques ne sont pas rarement payés d'ailleurs. Enfin, globalement, on entretient la maison du roi, la maison de monsieur, qui est le frère du roi, la maison de la reine, un peu mais vraiment pire. Ah oui, mais en pourcentage, il faut quand même, voilà, j'ai quand même un peu minimisé quelques parallèles parce que dans les mécanismes, on est à peu près dans les mêmes, dans les proportions, en 89, c'est quand même bien pire. Vous avez, quand il y a une famine, il y a vraiment des gens qui meurent de faim. Et en 89, vous avez des gens qui meurent de faim parce que les récoltes ont été catastrophiques. En 88, il y a eu un gigantesque orage de grêle qui a traversé toute la France et qui a détruit un tiers des récoltes du pays. Mais avant de parler des récoltes du pays, juste un petit mot sur une personne qui, depuis 15 ans, quand on est en 1789, il y a une personne qui, depuis 15 ans, essaye de faire bouger les choses. Alors moi, je l'ai découvert dans les archives parce que vraiment, c'est pas celui auquel j'aurais pensé, c'est Louis XVI. Louis XVI, il n'était pas du tout né pour être roi. Il se retrouve roi à 20 ans et quelques. Et il essaye il est vu comme un jeune espoir réformateur. Donc toute l'Europe regarde qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Par exemple, il fait quelque chose qui choque beaucoup les gens à l'époque.
il se fait vacciner. Alors on ne dit pas vacciner à l'époque, mais il se fait vacciner contre la variole. Et ça, vous voyez les bulletins de santé jour après jour. Oui, le roi va bien, tout le monde suit. Louis XVI, depuis qu'il a accédé au trône en 1774, il tente de faire payer l'impôt aux nobles et au clergé pour remplir son trésor royal. Et il n'y arrive pas. Je vais vous passer les détails, mais globalement, là, le parallèle fonctionne. C'est que on a tous les outils du déni qui sont employés par les nobles pour échapper à l'impôt. Ils disent, si jamais vous nous faites payer, en fait, il y a tout, nous, on ne pourra plus créer de l'emploi, il y a tout qui va s'effondrer, la bourse, vous n'y pensez pas, parce que tout le monde boursicote à la deuxième moitié du XVIIIe siècle, tout le monde boursicote. Enfin, tous les privilégiés. Donc, vous avez tous les outils du déni qui sont employés pour que, surtout, rien ne bouge. Mais, ça n'empêche pas les plus riches, les nobles, de réclamer des réformes. Il faut des réformes et ils en veulent plein. Les réformes qu'ils veulent, eux, c'est plus de liberté, pour eux. Donc notamment la liberté de la presse, la fin de ce qu'on appelle les lettres de cachet qui permettaient au roi d'emprisonner des gens, notamment à la Bastille, pour rien. Ils veulent plus de liberté d'entreprendre, etc. Bref, ils veulent de liberté. En 1789, c'est important parce qu'il y a un vieux souvenir collectif de ce qu'on a appelé la Fronde. Vous voyez ce que c'est la Fronde? C'est au tout début du règne de Louis XIV. Vous avez les nobles qui s'opposent au pouvoir royal. Et voilà, ce grand débat, noblesse versus pouvoir central, bon, on l'a encore un peu aujourd'hui sous d'autres formes, mais à l'époque, tout le monde a encore bien ça à l'esprit. Tout le monde sait que Versailles a été construit en gros pour aspirer tout et faire en sorte que les nobles restent bien sages. Voilà ce qu'on a en tête. Autre petit parallèle avec aujourd'hui, les riches ne payent pas d'impôts, mais on arrange quand même le déficit avec des impôts provisoires. Des trucs qu'on promet de payer une taxe dont on dit qu'elle va durer qu'1 an et qui en fait est prolongée. Bon. En gros, on a des rustines. Ça peut plus fonctionner très longtemps comme ça. Le droit fonctionne plus trop non plus parce que dès qu'il y a tellement de droits différents entre le droit coutumier dans les provinces, différents droits que les gens peuvent invoquer, que quand un noble est accusé, il a plein de moyens de faire appel, etc. Donc là aussi, les procès sont bloqués. Je dis ça, c'est ce que raconte l'historien, c'est pas moi qui l'invente. Donc, je vais passer un petit peu plus vite là, ce point de précision liminaire. En 87-88, donc très mauvaise récolte. Donc tout s'aggrave. Mauvaise récolte, à l'époque, ça veut dire on manque de pain. Ou soit on manque de pain, ça c'est le cas le plus terrible, soit le prix du pain augmente. Et bon, c'est terrible aussi. Et vous avez donc un jeu d'offre et de demande et aussi un jeu de spéculation. À l'époque, on les appelle les accapareurs. Donc les accapareurs qui stockent soit le blé, le grain, en attendant que les prix montent. Là-dessus, vous avez tout un cocktail pour que rien ne se passe très bien. Louis XVI a tenté plein de choses. Il a tenté notamment de réunir ce qu'on appelait les notables. C'est-à-dire il a pris les plus privilégiés pour dire « Allez, je vous réunis pendant 1 mois et vous allez me donner les moyens, vous allez me dire comment on fait pour réduire le déficit. » Bon, bah évidemment, ça ne marche pas. Vraiment, échec absolu. Et petit à petit, les nobles disent « Mais vous ne pouvez rien faire, sire, vous n'avez pas le droit de décider vous-même de nous faire payer des impôts. Pour ça, il faut réunir les États généraux. » Les États généraux, c'est un truc qui ne s'est pas réuni depuis Louis XIII. Exactement. Et quand ça a été réuni sous Louis XIII, est-ce que vous savez le résultat? Non. Eh ben, vous avez compris, c'était rien. Enfin, c'était il y a 150 ans et c'était un échec. Mais c'est un peu le dernier recours juridique. Vous voyez, il y a un côté un peu mythique parce que comme c'était il y a 150 ans, personne ne connaît quelqu'un même qui a connu. Donc, mais on se dit, waouh, ça va être un... Voilà. C'est le truc, on ne peut pas faire plus. On réunit les États généraux. Et là, vous avez
là, je pense que vous avez des souvenirs d'école qui vont revenir. Vous avez les cahiers de doléances qui sont faits partout. Vous avez aussi Louis XVI qui décide de... Louis XVI, au départ, ne voulait pas les États généraux. Il avait un peu peur, je pense. Et puis, il décide finalement d'y aller à fond en fin 88, parce que finalement, ça va l'aider à résorber le déficit, c'est ce qu'il pense. Et il décide de supprimer la censure pour toutes les publications qui touchent aux États généraux. Et là, vous avez une profusion de publications. Vraiment, chez les libraires, il n'y a plus que ça. Il y a une publication célèbre de l'abbé Sieyès qui dit « Qu'est-ce que le tiers-état » Fin 88, il avait publié un premier petit texte qui s'appelait « Essai sur les privilèges » et qui, en gros, démontre que les pauvres payent pour les riches. Et il dit, voilà, les privilégiés, en gros, les vrais mendiants, ce sont les privilégiés. Voilà et ça, c'est à l'époque, je crois que c'est presque 100 000 exemplaires. Enfin, c'est gigantesque pour l'époque. Donc, tout le monde se passionne pour ces États généraux, pour la préparation de ces États généraux. Et une des questions qu'on se pose, c'est, qu'est-ce qui va se dire, Mais avant ça, c'est comment ils vont faire pour travailler. La vieille coutume, c'est que les États généraux fonctionnent en 3 ordres. Donc vous avez la noblesse, le clergé et le tiers-état qui sont tous les autres, ce qu'on appelait souvent les représentants des communes. Historiquement, vous aviez peu de représentants des communes et ils se faisaient toujours avoir parce qu'on vote par ordre. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Vote par ordre, vote par tête? Les règles du jeu, c'est qu'on vote par ordre. Donc le score, c'est forcément 3-0 ou 2-1. Et historiquement, la noblesse s'entend avec le clergé et donc le tiers-état ne récupère rien. Là, il y a plein de débats sur comment on va faire, il faut que ça change, il faut qu'on voit ça autrement. Et donc, des solutions, toute fin 88, on résout plusieurs choses. On se dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler le nombre de députés du tiers-état. Donc en gros, ils seront à peu près 1000 députés, il y en aura 500 du tiers-état, 250 de la noblesse, 250 du clergé. Au clergé, on va permettre aux curés d'être élus, et pas seulement aux nobles. Ça, c'est les règles des élections. Mais on dit qu'aux États généraux, on continuera à voter par ordre. Ça, c'est un peu... je ne veux pas faire de parallèle méchant, mais vous avez comme ça des souverains qui cherchent des compromis. On sait que ça ne peut pas tenir. Mais bon, là, comme ça, on sait qu'en décembre 88, ça lui permet de poser les règles des États généraux et au moins de procéder aux élections. Les élections ont lieu. Il y a un élément important qui se passe pendant ces élections, c'est que vous avez beaucoup de curés qui battent des évêques dans les élections au clergé. Et ça va jouer un rôle important pour la suite. À l'époque, on n'y pense pas du tout. Mais ça va jouer un rôle important. Et au tiers-état, c'est pas des... Comment dire, on n'élit pas des... Quand on dit tiers-état, souvent on pense les pauvres sont arrivés à Versailles. Et... Non, non, non. On a des bourgeois. C'est des bourgeois, c'est pour une presque majorité, sont des avocats. Le pays, c'est 90% de gens qui travaillent dans les campagnes, mais des cultivateurs, il y en a une vingtaine peut-être. Donc c'est vraiment des bourgeois. Les États généraux ont été convoqués pour la fin avril 89 et les députés arrivent de toutes les provinces. Alors vous avez des députés des provinces où les nobles, le clergé et le tiers-état arrivent ensemble. Les dauphinois, ils arrivent tous ensemble. Ils se sont entendus avant. Parce qu'ils ont apporté, ils se sont mis d'accord sur des revendications de la province du Dauphiné. Les Bretons, eux, ils arrivent sans les nobles. Et les nobles ont décidé que, en gros, il y a eu une bataille, je vous passe les détails, mais il y a eu une bataille entre les Bretons, entre les nobles bretons et le tiers-état. Il y a eu comme quelques morts à Rennes. À cette époque-là, Chateaubriand a été pris dans les combats, un de ses amis a été tué. Les nobles bretons ont décidé que si c'était comme ça, ils n'iraient pas. Donc vous avez les députés du tiers-état breton qui sont là tout seuls et qui sont la délégation la plus importante en nombre. C'est important aussi pour la suite. Tous ces gens-là arrivent à Versailles et pour la plupart, ils n'ont jamais vu Versailles. Donc ils passent une semaine. Les États généraux ne peuvent pas commencer le jour prévu parce qu'on s'est rendu compte que le trône du roi ne passait pas.
dans la salle. La salle, c'est pas une salle de, c'est pas une salle de, c'est pas une grande salle d'assemblée. Il n'y a pas de salle d'assemblée en 1789. Il n'y en a pas une. Donc on a aménagé le grand hangar dans lequel on entreposait les décors des grandes fêtes royales. C'est ça qu'on a aménagé pour les États généraux. Et là on a aménagé, puis quand on veut faire entrer le trône du roi, ça passe pas. Là il y avait deux possibilités, soit on se disait bah tant pis, on fait avec un trône réduit, mais on commence, soit ah non, il faut le trône du roi. Donc une semaine de travaux pour remettre le trône du roi. C'est important cette histoire parce que voilà, je voulais vous mettre un petit peu dans l'état d'esprit des députés de 1789. En fait, pendant cette semaine de retard, ils vont se rencontrer tous. Et ils le jouent tous. Excellente question. Autre parallèle qu'aujourd'hui, là je vais le faire directement, ils sont dans des Airbnb. En gros, les nobles sont à Versailles, ou chez les gens qui connaissent. Certains sont à Paris aussi. Paris, c'est... On y va en 2-3 heures de calèche. Mais les députés du tiers-État, la plupart du temps, ils ont dû chercher à se loger sur place. Les Versaillais ont fait monter les prix, et ils les ont tellement fait monter qu'à un moment, Louis XVI décide de plafonner les loyers. L'autre chose, c'est qu'ils ne savent pas pour combien de temps ils viennent. C'est-à-dire qu'au début, ils n'ont même pas d'indemnité. Ils ont pris vous avez beaucoup de pères de famille là-dedans. Il y a un député breton que j'ai pris en personnage qui a 8 enfants qu'il laisse à Lorient. Lorient, c'est 4 ou 5 jours de voyage. Autre chose qu'il faut que vous ayez en tête pour bien imaginer la suite, c'est que quand on dit 4 ou 5 jours de voyage pour Lorient, ça veut dire que quand le député de la ville écrit à ses électeurs, on dit à l'époque à ses commettants, la lettre, elle met 4 ou 5 jours aussi. Donc, à l'époque, vraiment, ça passionne les foules. Donc, quand il y a une lettre qui arrive, tous les députés écrivent. Soit leur journal, soit des lettres à leurs électeurs. Et quand les lettres des députés arrivent, les gens se réunissent dans la plus grande salle de la ville et on lit la lettre à tout le monde. Et les gens réagissent, et on renvoie des lettres aux députés en disant « Ah oui, alors les gens sont contents » ou alors les gens trouvent que vous foutez rien. Et il se trouve qu'au début, les gens foutaient rien. C'est ce qu'on va raconter. Donc, il faut imaginer tout ça. Que les gens sont très attentifs à ce qui se passe, qu'il y a une espèce d'explosion de médiatisation qu'il n'y avait pas avant. Il y a plein de journaux qui se créent, mais les journaux vous racontent l'histoire d'il y a 4 jours. Ça, c'est quand même important à avoir en tête. Je disais donc, ils se rencontrent entre provinces. Vous avez les Bretons. Donc si vous avez bien suivi, c'est le tiers-État breton qui est la délégation la plus importante. Eux, ils sont malins. Ils louent, en plus de se loger chacun, ils louent une petite maison, pas très loin, pour se rassembler, pour se réunir et décider ensemble de ce qu'ils vont faire ou dire le lendemain. Et puis ils essayent de faire... ils se trouvent des alliés, quoi. Donc les deux délégations les plus connues à l'époque, c'est les Bretons et les Dauphinois. Il y a une espèce de rencontre au sommet qui se passe pendant cette semaine de flottement, là, avant le début, et ça débouche sur rien. Ils ne s'entendent pas du tout, et en fait, ils passeront leur temps à ne pas s'entendre. Pour simplifier vraiment très très grossièrement, les Bretons, on va pas tarder à les appeler les enragés, et les Dauphinois, c'est vraiment des modérés. Et on va avoir comme ça cette tension entre la radicalité et la modération, le réformisme. Oui ? Ils mangent quoi? Ils boivent quoi? Alors, ils boivent beaucoup de vin. Ils boivent beaucoup de vin, pas seulement pour être sous. Ils boivent beaucoup de vin parce qu'à l'époque, on ne boit pas d'eau. Parce que l'eau, ils peuvent boire de l'eau, mais quand ils boivent de l'eau, elle est croupie. Autre, là où la question est importante, c'est que la plupart les Parisiens, les Versaillais, ils savent très bien ça, qu'il ne faut pas boire l'eau de Versailles, ou alors uniquement à tel ou tel marchand d'eau. Tous les députés de province, en tout cas du tiers-État, se font avoir, ils boivent de l'eau, ils ont la tourista, mais on leur donne une semaine pour s'en remettre. Alors que s'ils n'avaient pas eu cette semaine, ils auraient commencé les états généraux tous comme ça, et ils n'auraient pas fait les malins. Donc peut-être que la Révolution française n'aurait pas eu ne se serait pas passé comme ça. Et pour manger, vous avez plein de... Voilà, il y a quand même plein de restaurants. Certains quand même sont venus avec des cuisiniers. Enfin, il y a plein de choses. Voilà, je rappelle que c'est des bourgeois, donc beaucoup sont venus quand même aussi avec un secrétaire. Et puis vous avez aussi, si vous voulez, à Versailles, ça c'est petit aparté, mais à Versailles, tous les midis, tous les soirs,
on sort les restes du repas royal. Donc on peut, parce qu'en gros ils cuisinent pour 250, ils sont 4 à manger. On sort tout le monde juste à la sortie du château et les gens viennent ragoter, je crois que ça s'appelle. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Alors tout ça c'est important pour la politique. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes, soit d'un désordre, soit de la monarchie, qui tentent déjà d'influencer les députés présents? Alors, il y a plein d'influences de partout. Après, on ne sait pas trop vers quoi on va influencer parce qu'au début, personne ne sait trop ce qu'on attend des États généraux. Là, voilà, je vais rentrer un peu dans les États généraux, mais votre question est ultra importante. L'organisateur des États généraux, c'est le marquis de Bredrezé. Il a 27 ans, je crois. On ne l'a pas choisi parce que c'est un jeune organisateur qui sait parfaitement mener ce genre de choses. Non, on l'a choisi parce que c'est le fils du vieux marquis de Bredrezé qui était responsable de l'organisation des fêtes à Versailles. Et comme la charge est héréditaire, le jeune marquis de Bredrezé est devenu le responsable de l'organisation des fêtes à Versailles. Il n'a jamais fait ça. Il est d'une morgue terrible, donc il a un mépris complet pour les députés du tiers-État. Ce qui se voit tout de suite, donc le soir de l'ouverture des États généraux, les députés du tiers-État se mettent devant, et puis le marquis de Bredrezé vient « Non, vous ne mettez pas devant, c'est les nobles devant, vous allez vous mettre derrière. » Ensuite, on vient expliquer, après les discours de 6 heures, que les États généraux sont là pour donner au roi les moyens de résorber le déficit, et on parle de rien d'autre. Alors que tous les députés, ils ont en tête plein de choses, ils ont leur cahier de doléances, etc. Que le peuple, il y a aussi plein de gens autour, il y a plein de gens à Versailles qui se passionnent pour les États généraux et qui, eux, en gros, ils font des manifs devant l'entrée de ce qu'on appelle la salle s'appelle les menus plaisirs. Donc devant l'entrée de menus plaisirs, vous avez des gens qui viennent faire des manifs et qui viennent soutenir le tiers-État. Bref, les députés du tiers-État sentent bien ce mépris et ils le sentent encore mieux le lendemain quand on doit commencer à travailler. Grand discours à nouveau, puis on dit maintenant commencez. Les nobles montent à l'étage dans une salle qui a été réservée pour eux, le clergé monte dans une autre salle réservée pour eux, et le tiers-État. Et donc ils vont voir Bredrezé, il dit nous on fait quoi? Et Bredrezé il dit mettez-vous là. En gros la salle est libre, et on bosse comment? Organisez-vous. Et donc là il y a un moment fondamental sans lequel il n'y aurait peut-être pas eu ce qu'on appelle aujourd'hui la Révolution française. Le premier jour où ils doivent décider. Ils sont à 500, peut-être 600. J'ai oublié de préciser qu'il y a des gradins. Donc il y a des centaines de spectateurs qui sont tous venus voir, donc c'est surtout des nobles, mais ils sont tous venus voir le tiers-État, parce que c'est le spectacle pour les gens de Versailles. Et puis vous avez aussi des gens du tiers-État de Versailles qui sont là en supporters. Donc c'est une foire pas possible. Personne ne sait comment faire et on ne sait pas comment voter. On ne sait pas comment décider à 500. Mais là, il y a les Bretons qui ont une idée, qui la valident avec les deux seuls... En gros, il y a 3 têtes connues au tiers-État. Il y a Mirabeau, qui est le fils d'un économiste et qui est connu pour toutes ses frasques depuis 20 ans, qui est un noble qui s'est fait élire au tiers-État. C'est vraiment la grande figure. Vous avez Sieyès, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est l'abbé Sieyès, mais il est au tiers-État. Et vous avez le docteur Guillotin, celui qui va donner son nom à la guillotine, qui est connu parce que, en gros, à Paris, c'est le médecin des stars à l'époque. Donc, les Bretons se sont mis d'accord avec ces 3 têtes pour une stratégie. Ils disent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rien faire. On va rien faire du tout. On va bloquer. Tant qu'ils ne changent pas les règles. Voilà, ils se disent, il faut qu'on soit clair sur une chose. On nous a dit, on va voter par ordre. Donc si le clergé et la noblesse se mettent d'accord là-haut à l'étage, où on leur a réservé des salles, nous, on est perdants. Donc si on commence à bosser, on est mort. Donc on ne commence pas à bosser, on ne fait rien,
Et tant qu'ils ne changent pas les règles, on ne bouge pas. Et tant qu'on ne bouge pas, Louis XVI ne peut pas avaliser de nouveaux impôts qui vont résoudre son problème de déficit. Voilà. Peut-être que ça vous rappelle quelque chose de vos cours d'histoire, la vérification des pouvoirs. Ça vous dit quelque chose? En gros, c'était les prérequis administratifs. En gros, on vérifie que tout le monde est bien là et a bien été élu dans son coin selon les formes. Donc ils disent, on ne va pas le faire. Tant qu'on ne l'a pas fait, juridiquement, on ne peut pas commencer. Et ça, alors, je vais vraiment... Quelle heure est-il, pardon? Je ne veux pas... Ouais. J'ai oublié du coup de regarder. 8h10. Ok, on a commencé à 45? Oui. On n'est pas trop mal. Non, mais je veux qu'on ait un peu de temps pour les questions après. Donc, il va se passer un mois pendant lequel ils ne vont rien faire. Et c'est super long. Tous les matins, ils viennent dans la salle et tous les matins, ils discutent de plein de choses. Mais ils font rien. Alors, vous en avez plein. Vous avez tous les Dauphinois. Tous les jours, ils disent « Ah, il faut envoyer une délégation parce qu'il faut négocier avec les nobles et le clergé pour qu'on se mette d'accord sur un changement de règles, enfin, des règles qu'on pourrait tous adopter, etc. » Les Bretons, ils disent « Bah, allez-y, hein !» Et évidemment, donc les Dauphinois, enfin, tous les modérés se heurtent à la morgue des nobles. Pas tous les nobles, mais la majorité des nobles. Vous avez... en gros, pendant un mois, vous avez 3 ou 4 moments où les nobles et le clergé votent dans leur coin pour savoir s'ils vont accepter de changer les règles ou non. Globalement, dans la chambre de la noblesse, c'est 200 voix contre et 25 voix pour. Ils sont même malins, ils se sont dit, bah, puisqu'on est juste aux vérifications techniques, en fait, on va prendre les 6 plus vieux, ils vont le faire, et nous, bah, on va faire notre truc à Paris. Ou au château de Versailles. Donc, vous avez vraiment une appréhension complètement différente entre les nobles et le tiers-état de l'événement. Pendant ce temps-là, donc, vous avez les spectateurs qui viennent tous les jours et qui constatent qu'il n'y a rien qui bouge. Le prix du pain continue à augmenter, donc la pression est énorme. Vous avez des journaux qui se sont montés, donc vous avez des... Un peu comme... quand j'ai lu les premiers journaux de l'époque, j'ai pensé... ça veut dire quelque chose peut-être. Les premiers youtubeurs, il y a 10-15 ans, qui ont commencé à aller voir des manifs. À Paris, c'était Nuit debout. Je ne sais pas s'il y a eu un peu de ça par ici. Ou ensuite les Gilets jaunes qui allaient voir les gens et qui mettaient ça sur YouTube. Ils avaient demandé à personne. Bon. Bah, vous avez des jeunes gens, enfin souvent des trentenaires, qui sont venus de province et qui se sont mis d'accord avec un imprimeur et qui tous les jours font paraître une feuille de 4 ou 8 pages, petit format. Ils ont trouvé des abonnés. Vous en avez qui ont 15 000 abonnés. Donc à l'époque, c'est tout neuf et c'est énorme. Donc bref, il ne se passe rien et tout le monde regarde. Et tout le monde se passionne. Donc à un moment, il faut que ça bouge. Je vous passe tout ce qui a fait bouger les plaques tectoniques. Mais moi, je me suis beaucoup intéressé à un député qui était modéré, qui au début trouvait que les Bretons étaient enragés et qui, à un moment, se dit, comme plein avec lui, « Ok, en fait, ils avaient peut-être raison. Les nobles, vraiment, veulent rien faire, donc si c'est bloqué, faisons confiance aux Bretons. » Et les Bretons vont réussir à faire passer une idée qu'ils avaient depuis un petit bout de temps. Mi-juin, ils disent « Ok, on va commencer à bosser sans les riches. » Enfin, sans les nobles et sans le clergé. On y va tout seul. Et s'ils veulent nous rejoindre, ils nous rejoignent. Donc c'est vraiment un coup de force. Ils décident pendant une journée pour savoir comment ils vont appeler leur truc, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et vous avez des noms incroyables qui font 2 lignes. Mais il y a un député de Besançon, je crois, qui propose Assemblée nationale. Et là, on se dit, ah ok, on fait ça. Et donc, le 17 juin, le tiers-État décrète l'Assemblée nationale. Et ils se disent, on va écrire une constitution, on va trouver des nouveaux impôts, enfin, bref, on va tout changer. Évidemment, à la noblesse et au clergé, ça ne se passe pas comme ça. Donc la noblesse vote. Est-ce qu'on rejoint l'Assemblée nationale? Hors de question. Le clergé vote. Ah, c'est plus tendu. Vous avez déjà 3 curés dès le premier jour qui viennent avec le tiers-État. Puis le lendemain, vous en avez d'autres. Donc ça commence à... Enfin,
le clergé vacille, et à un moment, le clergé vote pour rejoindre l'Assemblée nationale. Ça se passe en quelques jours. Là, je pense que je vais convoquer quelques souvenirs que vous avez de cours d'histoire. Donc, le 17 juin, on décrète l'Assemblée nationale. Le 20 juin, le sermon du jeu de paume, ça vous dit quelque chose? Voilà. En fait, Louis XVI entend parler de cette histoire de l'Assemblée nationale, évidemment, et il décide de fermer la salle des menus plaisirs. En disant, je ne veux surtout pas de ça, donc on ferme la salle. Les députés, ils arrivent le matin, ils voient que la salle est fermée, et ils se disent, on ne va pas se laisser faire comme ça, on va trouver une salle. Tout ce que je vais raconter sur les jours qui viennent, ça ressemble quand même beaucoup à une grève étudiante. C'est-à-dire que vraiment, où les gars vont se... Il y a aussi toute la foule dehors qui les pousse, mais vraiment, ils sont galvanisés par cette liberté qu'ils ont osé prendre. Et à un moment, ils s'engrainent entre eux et ils se disent, on va pas se... Donc le sermon du jeu de paume, c'est ça, on va pas se séparer. On reste ensemble, les gars. Jusqu'à ce qu'on fasse une constitution, on reste ensemble. Ça, c'est le serment. Serment, il y avait sûrement plein qui n'étaient pas tout à fait d'accord, mais les Bretons ont bien joué pour que tout le monde signe la feuille. Pour vous montrer à quel point ces gens-là ne sont pas des révolutionnaires, le lendemain, donc ils veulent à nouveau se réunir au jeu de paume, mais le comte d'Artois, qui est le premier frère du roi, qui est le plus réac de tous, a réservé le cours. Donc, ils n'osent pas... Ils n'osent pas prendre la salle parce que voilà, on dérange pas un prince de sang qui veut jouer au jeu de paume. Donc ils vont se réunir dans l'église Saint-Louis qui est à côté. Alors, je trouve que ce petit détail-là, il donne quand même pas mal la tonalité de ces journées. Le 23 juin, donc c'est vraiment tout se passe en quelques jours. Hein. Le 23 juin, Louis XVI convoque tout le monde. Louis XVI, ça fait depuis 2 mois que ça se passe. Il était aux abonnés absents. Le dauphin, donc son fils, son héritier, est mort. Il a demandé un deuil de 2 mois au pays. L'Assemblée a dit non. Les députés ont dit non, on a vraiment en bosse. Donc le roi, il n'est pas à Versailles, il est à Marly, dans son château, en deuil. Et là, le 23 juin, il dit ok, je reviens, je vais parler. En gros, c'est vraiment je vais parler à la nation. Et il fait un discours devant les députés donc, réunis à l'hôtel des Menus Plaisirs, et il dit « Ok, tout ce que vous avez fait ces derniers jours, j'annule. » Et ensuite, il dit « Mais on va quand même... il fait plein de concessions. » Mais en fait, une fois qu'ils ont entendu « On annule l'Assemblée nationale », les députés du tiers-État, ils se disent « Hors de question, ils n'écoutent plus. » C'est là que vous avez ce moment qui est fossilisé de l'histoire de France, où Mirabeau dit « Nous sommes entrés ici, nous ne sommes ici que par la volonté du peuple, et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Voilà. Alors, quand je regarde les archives, je vois qu'il n'a jamais dit ça, mais en gros, non, mais il faut aussi imaginer, c'est une mêlée confuse autour du pauvre Drebrezé qui ne comprend rien. Donc si vous avez peut-être déjà vu, il y a des bas-reliefs ou des illustrations qui montrent ce grand moment historique. Et donc, Mirabeau fait toujours face à un jeune gars. Donc, le freluquet, c'est le marquis de Drebrezé. Ce jour-là, donc les députés du tiers-État décident de ne pas bouger. Je vous ai passé les histoires de ministres, etc. Mais Necker, qui est le ministre principal, n'est pas venu le 23 juin. On se dit qu'il a été viré par Louis XVI, et vous avez une grande manif dans Versailles qui vient réclamer que Necker revienne. Alors Necker, c'est pas un héros du peuple, c'est un banquier, mais lui au moins, il arrivait à maintenir un peu tout de façon cohérente, et en gros, on voit que c'est le seul capable dans tout ce monde-là. Donc, grande manif, les députés du tiers-État qui disent « on refuse ce que vient de dire le roi », c'est énorme en fait. Il faut se rendre compte de ça, hein, c'est une transgression monumentale. Mais Louis XVI n'a pas le choix, parce qu'il voit que c'est trop fort. Le mouvement populaire a pris, que toute la population de Versailles soutient les députés. Donc, il rappelle Necker. Je me souviens, il y avait un truc quand j'apprenais la Révolution à l'école, le roi rappelle Necker. Je me dis, bon ben voilà, et donc il va le rappeler plusieurs fois, je vais vous les éviter, mais... Il prépare, grand moment de flottement, et le 27 juin, Louis XVI appelle solennellement
son fidèle clergé et sa chère noblesse à rejoindre l'Assemblée nationale. Donc c'est la première grande victoire de ce qu'on n'appelle pas encore la Révolution, c'est la création de l'Assemblée nationale, qui va voter donc par tête et plus par ordre, maintenant ils sont tous ensemble, et qui va donner au royaume une constitution. Donc il faut imaginer qu'on sortait d'un mois de blocage où il ne se passait rien, et là soudain on a cette avancée monumentale. Après, quelle constitution, on ne sait pas. Donc là c'est là que vous avez plein de gens qui vont chercher à influencer, qui ont déjà des idées, des projets, etc. Mais on va un peu sortir de l'Assemblée pendant quelques jours. Déjà, eux, ils prennent une pause parce que le docteur Guillotin réaménage la salle pour qu'on puisse s'entendre, parce que l'acoustique était catastrophique, pour qu'on puisse s'asseoir sans avoir trop mal aux fesses, parce que les bancs étaient terribles. Et ils commencent à bosser début juillet. Pendant ce temps-là, à Versailles, vous avez les frères du roi et la frange la plus réactionnaire qui a un plan en tête. C'est eux qui ont dit au roi « accepter l'Assemblée nationale ». En gros, contentez-les. Nous, pendant ce temps-là, on va s'arranger pour faire fermer les États généraux. En gros, on arrête tout. Sauf que la pression populaire est telle qu'ils ne peuvent pas le faire comme ça, ils ne peuvent pas le faire d'un trait de plume. Pour le faire, il faut qu'ils fassent venir des troupes pour maintenir l'ordre. Les troupes, il faut qu'ils les fassent venir de loin. Ça prend plusieurs jours. Vous avez des premières troupes qui arrivent de 50 à 100 km. Ils arrivent à Paris et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils rencontrent des gens et ils fraternisent avec... en gros, c'est l'expression, ils fraternisent avec le peuple, comme on dit. Et donc, il faut faire venir d'autres troupes étrangères qui, elles, ne parlent pas français, donc ne vont pas fraterniser avec les gens du tiers-état dans les rues de Paris. Ça prend plusieurs jours. Le 11 juillet, la pression est telle qu'à un moment, on se dit... donc le camp réactionnaire prépare sa contre-révolution, ou on peut aussi parler de contre-coup d'État, parce que c'est un coup d'État, en fait, la création de l'Assemblée nationale. Et donc, le 11 au matin, on apprend que le roi renvoie Necker, on met des vieux barbons comme ministres, et on veut fermer les États généraux. Le plan, c'était aussi d'utiliser les soldats étrangers pour arrêter une soixantaine de meneurs des États généraux. Gigantesque manifestation dans Paris et dans Versailles, et il y a une manifestation à Paris qui dégénère. Voilà, du côté des Tuileries, si ça vous dit quelque chose, le jardin des Tuileries à Paris, vous avez donc on va passer les détails. Rencontre entre les forces de l'ordre et les manifestants, ça se passe mal. Il y a un mort parmi les manifestants, et là, c'est l'émeute qui démarre. Bon, vous voyez où j'en arrive là. En fait, le 14 juillet, c'est vraiment le point d'orgue de 3 jours d'émeute complète dans Paris. Le 14 juillet, la prise de la Bastille, voilà, c'est pas ce qu'ils ont, enfin, c'est pas le plus violent dans tout ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment plein de choses. Mais symboliquement, c'est énorme. Là-dessus, je veux juste préciser une chose, c'est que voilà, on continue à entendre cette espèce de petit mythe comme quoi Louis XVI, dans son journal, au 14 juillet, aurait écrit rien. Voilà. En fait, c'était son journal de chasse, donc effectivement, il n'y avait rien à la chasse, parce que le 14 juillet, il est là. Il est clairement là. Moi, j'ai vu plein d'archives qui racontent des gens qui passent leur temps à faire le chemin, qui essayent de faire Paris-Versailles en 1 heure au galop pour aller dire au roi « Hey, ça va pas du tout, c'est la merde à Paris !» Et le roi qui dit bah, « Je sais, on me l'a déjà dit, mais je peux rien faire !» En gros, il y a tout ça, il est perdu. Il est extrêmement mal conseillé. La prise de la Bastille, c'en est trop. Alors déjà, ils mettent... vous savez, il y a cette image qui est réelle. On prend on coupe la tête du gouverneur de la Bastille et d'un autre, et on les plante au bout d'une pique, et on les promène dans Paris. C'est vrai. Et ça calme aussi beaucoup de manifestants. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, ok, donc si on est capable de faire ça, ça calme tout le monde. » Louis XVI comprend ça aussi, qu'il faut tout calmer. Il comprend qu'il a perdu la partie, qu'il n'a plus de soutien.
vous avez déjà ses frères qui ont commencé à fuir la France. Les Polignac et quelques autres grandes familles de Versailles ont fui Versailles aussi par prudence. Le 15 juillet au matin, Louis XVI arrive dans la salle des États généraux pour dire « Ok, en gros, vous avez gagné ». Et il y vient sans escorte. Et il est escorté par tous les députés dans Paris. Et là, les descriptions qu'il y a sont... c'est exceptionnel, la liesse qu'il y a dans Paris, quand Louis XVI, avec tous les députés derrière lui, vient dire « Ok, maintenant, en gros, je donne les clés. Littéralement, je donne les clés du royaume, en tout cas sur le plan législatif, à l'Assemblée nationale. C'est eux qui vont trouver une constitution. » Victoire. C'est là qu'il faut se rappeler que donc il y a de plus en plus d'organes de presse, enfin de petits journaux qui se sont montés, qu'ils écrivent un peu partout et qu'il faut 4 ou 5 jours pour que l'information arrive parfois. Il y a, entre ce 15 juillet et début août, un moment un peu dingue que les historiens ont appelé la Grande Peur, où partout dans le pays, vous avez des gens qui vont, alors soit qui fuient leur maison dans des charrettes, enfin ils prennent tout ce qu'ils peuvent et ils fuient parce que il y a des complots de partout. On dit que les Anglais ont attaqué, on dit qu'il y a un complot des aristocrates qui veulent tuer tout le monde. Les aristocrates pensent qu'il y a un complot du duc d'Orléans, qui est un des cousins du roi, qui est un peu l'opposant numéro 1, qui a le soutien des Bretons et qu'ils veulent tout casser. Et en fait, il y a un peu tout ça en même temps. Et donc, vous avez les châteaux, enfin, les gens, un peu partout dans les provinces, vont brûler les châteaux. 1, parce que c'est la panique. 2, aussi parce que dans les châteaux, vous avez ce qu'on appelle les registres, où on consigne ce que chacun doit comme impôt. Donc on se dit, plus de registres, plus d'impôts. Il y a ça aussi, il y a beaucoup d'opportunisme. Et tout ça, ça revient à Versailles avec 4 ou 5 jours de décalage. Donc vous avez ces députés qui étaient venus pour les États généraux en se disant, bon, bah, on va trouver des nouvelles façons de remplir les caisses du royaume et dans 2 semaines on sera rentré. Là, ça fait presque 3 mois qu'ils sont là. On leur dit, bah, maintenant c'est à vous de jouer, mais le pays est à feu et à sang. Et personne ne sait comment résoudre quoi que ce soit. Donc un peu partout, on pend. Il y a beaucoup de pendaisons. On arrête les gens. De toute façon, les prisons sont pleines. Ça ne change rien. On continue à brûler les châteaux, etc. Et donc les nobles qui sont à Versailles, ils apprennent, eux, que le château du copain, enfin du voisin a brûlé, donc ils commencent à avoir peur pour leur château. C'est là qu'on arrive au 4 août. On est donc début août, et vous voyez tout le chemin qui a été parcouru depuis 3 mois, c'est fou. Donc vous avez des gens qui n'étaient pas venus du tout pour ça, qui doivent gérer, permettre au pays de retrouver de l'ordre, sans savoir comment faire, et qui, tous les matins, se font lire les dépêches qui arrivent de toutes les provinces où on dit « Ah, ben il y a le château un tel qui a brûlé, on a assassiné le marquis Bidule. » Et là même, les gens du tiers-état se disent bah, « Quand même, il faut de l'ordre. » Le prix du pain continue à monter. On assassine aussi des boulangers qu'on soupçonne d'avoir conservé du pain dans leur cave. Enfin, vraiment, c'est un chaos généralisé. Alors là-dessus, j'ai 2 possibilités. Soit je vous raconte jour par jour ce qui se passe entre les 8h30, les 2, 3, 4 août. Soit plutôt je vais vous raconter, et on précisera aussi dans la discussion, ce qui s'est passé, tel que les gens l'ont vécu. Et ensuite, je vous raconterai un peu ce qui s'est passé en coulisses. Ce qui se passe, les faits. Le 3 août, on se dit on va voter une déclaration qui va appeler les gens dans tout le pays à voter les impôts. En gros, on continue à voter les anciens impôts parce que le trésor est à sec. On vous promet qu'on est en train de trouver un système plus juste, mais pour l'instant, en attendant, payez. Et calmez-vous. Donc c'est vraiment, on a ça tous les ans, je ne sais pas combien de fois, c'est la déclaration de rappel à l'ordre. La déclaration, elle est donc le 3 août. Le matin, on s'occupe de déclaration des droits de l'homme et des citoyens.
enfin on décide qu'il y aura une déclaration des droits de l'homme en préambule de la Constitution. L'après-midi, on parle de cette déclaration qui appelle à l'ordre. Elle est tellement mal écrite que le président de l'Assemblée dit réécrivez-moi ça et on vote dessus demain soir. Donc le 4 août au soir, on doit voter pour ou contre la déclaration qui appelle à plus d'ordre, au retour à l'ordre. Vous avez Guy Jean-Baptiste Target de l'Académie française qui vient lire le texte. Vraiment, quand vous le lisez, c'est incroyablement pompeux. Et aussitôt qu'il a fini, vous avez quelqu'un qui se lève et qui dit « ça sert à rien tout ça. Ce qu'il faut, c'est que les nobles payent enfin l'impôt et supprimer les droits féodaux. » En gros. Et le type qui se lève pour dire ça, c'est pas quelqu'un du tiers-état, c'est le vicomte de Noailles, qui est un député, un noble libéral. Là, c'est la stupeur. Juste après lui, il y a quelqu'un qu'on connaît très mal, qui s'appelle le duc d'Aiguillon, mais qui était le deuxième plus gros propriétaire foncier du royaume, qui vient à la tribune et qui propose globalement la même chose. Qui dit tous les droits, enfin notamment il dit tous les droits féodaux, il y en avait plein, je vous les passe parce que la main morte, la taille, etc., ils seront rachetables. Ça veut dire que vous pouvez payer une fois et vous en serez exempté à vie. Donc lui dise ça, ça scotche tout le monde. Derrière lui, vous avez un breton qui vient dire à tout le monde, qui vient haranguer les nobles pour dire il faut qu'on le fasse, mais enfin, les deux là, ce qu'ils ont dit, il faut qu'on le fasse tout de suite et puis il faut qu'on aille plus loin parce que vraiment, si vous voulez que ça continue à brûler partout, continuez comme vous faites depuis 3 mois là. Donc allons-y. Vous avez ensuite un député, le Bisontin, celui qui avait trouvé le nom Assemblée nationale, qui vient préciser que juridiquement, ça se tient. Tout ce qui vient d'être là, ça se tient. Et puis, vous avez plein de gens qui viennent à la tribune. On ne sait pas trop comment ça se passait, les prises de parole, etc. Tout ce qu'on sait, c'est que c'était le bordel, en gros. Mais vous avez... Et que, en gros, il y a 1000 députés, il n'y en a que 100 qui vont parler sur 1 an. Parce qu'il faut avoir une voix forte et s'imposer. Et vous avez un député du Sud-Ouest qui vient dire « Oui, et puis alors, moi je suis d'accord avec ça, il faudrait aussi que, en gros, tous ceux qui ont des pensions, à qui on donne des pensions pour des emplois fictifs à Versailles, qu'on arrête tout ça. » Et là, tout le monde applaudit. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, tout le monde le sent. Et à un moment, donc on parle de la nuit de l'abolition des privilèges, on raconte souvent que c'est une nuit de renonciation aux privilèges, que les nobles ont d'eux-mêmes renoncé à leurs privilèges. Alors c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'ont proposé le duc de Noailles, enfin le vicomte de Noailles et le duc d'Aiguillon. Mais ensuite, quand on analyse, il se passe des choses un peu sournoises. Vous avez un évêque qui propose l'abandon du privilège de la chasse. Il n'y avait que les nobles qui avaient le droit de chasser. Et ça pour les gens, pour les paysans, c'était terrible. Enfin, c'était insupportable. Donc c'est un curé, un évêque qui propose ça. Et vous avez ensuite un noble de Paris qui propose l'abolition ou le rachat de la dîme, qui était l'impôt de 10% qui était payé à l'église. Donc vous avez comme ça un jeu de massacre. Donc moi j'aime bien parfois, on en parlera peut-être après, mais j'aime bien parfois imaginer, je parlais de l'Union européenne tout à l'heure, c'est-à-dire que le royaume était construit comme des provinces avec des... Bref. Il faut imaginer une nuit où vous avez, je sais pas, l'Autriche qui dirait à l'Irlande, maintenant vous arrêtez de proposer, de siphonner tous les impôts des multinationales avec un impôt à 0. Vous avez les Irlandais qui diraient, ah d'accord, enfin les Français, on arrête avec la PAC telle qu'elle est. Et puis d'autres qui diraient, ouais ok, mais alors, les Français qui diraient, d'accord, mais à ce moment-là, les Allemands et les Néerlandais, vous arrêtez avec votre politique monétaire qui nous assèche. Il y aura un jeu de massacre comme ça. Il se passe ça pendant 1 heure. Et donc vous avez le secrétaire qui note. Vous avez même à un moment le président de séance, donc, qui s'appelle Le Chapelier, qui va un peu comment dire, provoquer. Il parle au clergé en disant, donc, on vous a pas trop entendu. À vous d'y aller. Et les évêques renoncent à des choses.
Et puis ensuite, vous avez des renonciations personnelles. Vous avez des gens qui viennent, enfin tout le monde y va, donc chacun se dit, bon, ok, bah, si c'est le jour où tout le monde y va, j'y vais aussi. Et donc ils vont à la tribune et ils disent, ouais, moi je renonce à mes droits personnels. Vous aviez des droits dingues, hein, des vieux trucs qui dataient qui étaient souvent pas utilisés, mais on raconte, par exemple, Guy de Kerangal, celui qui a pris la parole après les deux nobles, il racontait un droit dans certains coins où les paysans devaient taper les grenouilles pour les empêcher de troubler le sommeil des seigneurs. Voilà. Si vous avez déjà entendu des grenouilles en période de reproduction, mais donc voilà, il y avait plein de vieux trucs comme ça, et donc on casse tout. Et vous avez un moment, donc tout ça, ça se passe entre 10h et minuit. On ne sait pas à quel point les gens étaient sous ou non, mais il y a du vin. Il y a du vin, mais on ne sait pas à quel point. En fait, on sait presque rien, en vrai. Je vous dirai le peu qu'on sait après, mais vers minuit. Alors, j'ai regardé, minuit à l'époque, pardon, c'est l'équivalent de 2h du matin aujourd'hui. Donc, un peu avant minuit, vous avez les députés du Dauphiné qui se lèvent tous, pas pour se casser, ils se lèvent, ils vont à la tribune ensemble et ils disent « Ok, si tout le monde est d'accord, on accepte de renoncer aux privilèges particuliers du Dauphiné. » Alors que leurs cahiers de doléances disent « Priorité numéro 1, conserver les priorités du Dauphiné. » Un peu comme les députés français, ils vont à Bruxelles, priorité numéro 1, préserver la PAC et l'exception culturelle française, quoi. Juste après les Dauphinois, vous avez les Bretons. Les Bretons qui viennent aussi et qui disent « Ok, chiche ». Et donc il y a un grand discours qui dit qu'il faudrait que les Français soient tous tenus comme une chaîne électrique. Pour que si on touche à un Français, tout le monde on reçoive la commotion. Alors à l'époque, l'électricité, les recherches sur l'électricité commencent tout juste. Donc ça, il y a un truc hyper moderne. Et ça, alors on parlera de Mesmer après. Peut-être, mais c'est... après les Dauphinois et les Bretons, qui donc, depuis 3 mois, se chicanaient tout le temps. En gros, imaginez, aujourd'hui, LFI et le PS se mettent d'accord, et là, soudain, on dit « Oh, bah ok, on y va tous, alors !» Toutes les provinces défilent et disent « Ok, si tout le monde y va, on y va aussi. On renonce à nos privilèges, et on aura un seul droit, français. » Et là, ce qui se passe, c'est peut-être le moment le plus dingue de cette nuit du 4 août, c'est que vous avez donc ces 500-600 députés du tiers-État qui étaient venus avec comme priorité de défendre les privilèges particuliers de leur province. Vous avez plein de gens qui pensaient, en arrivant aux États généraux, que finalement, on allait terminer avec une constitution un peu à l'anglaise et que les provinces garderaient leur... voilà. En gros, tout le monde, il y a un mois avant, tout le monde était persuadé qu'on allait avoir une constitution à l'anglaise et des Länder à l'allemande. Ça n'existait pas encore à l'époque, mais pour faire le parallèle aujourd'hui. Et finalement, tout le monde renonce à ces droits particuliers et dit « Ok, si tout le monde est d'accord pour qu'on ait tous le même droit et les mêmes impôts, on y va. » Et ça, c'est à 2h du matin. Et donc à 2h du matin, on n'a toujours pas voté, hein, mais à 2h du matin, il y a des cris qui montent. Enfin, tout le monde, voilà, c'est la fin. Vraiment, je vous parle des comptes rendus de l'époque, les journalistes qui notaient, enfin, qu'on n'appelle pas encore journalistes, mais tous ceux qui notaient là, ils n'ont plus de superlatifs. C'est qu'ils sont en train de dire, mais c'est dingue ce qui se passe, c'est extraordinaire, vraiment, la France est au-dessus de toutes les puissances de l'univers. Enfin, vraiment. Et donc, il y a une standing ovation qui, selon le compte rendu officiel, dure un quart d'heure, où tout le monde crie, pas vive la France. Tout le monde crie, vive le roi. Parce qu'il n'y a pas un député dans cette assemblée qui peut imaginer une seconde qu'on va se passer droit. Il n'y a pas un député qui oserait manquer de respect personnellement à Louis XVI. Alors ce qu'ils ont fait en décrétant national, c'était un immense manque de respect. Mais il y a un respect monumental pour la personne du roi et la royauté, enfin la monarchie. Donc, on crie vive le roi, on décide, les toutes dernières décisions, c'est on va frapper une médaille pour dire que Louis XVI, restaurateur de la liberté française. Et ensuite, on se dit qu'on va chanter tous ensemble un Te Deum à Versailles avec le roi.
Alors il y en avait quelques-uns qui tentent vraiment en fin de nuit de dire « Et on va aussi abolir l'esclavage ». Et là on dit « Ouais, c'est bon, on a bien bossé ». Donc finalement, là, il y a une vingtaine de lignes dans le décret qui sont acclamées. Il n'y a pas de vote, en fait. On acclame, tout le monde est d'accord, c'est le délire complet. Et le lendemain, on s'est dit « Wow ». Voilà, mais ça, on va en parler un peu après. Donc ça, c'est la nuit du 4 août. Vraiment qui saisit tout le monde, et quand vous lisez les comptes rendus, tout le monde est fou. Juste un peu de coulisses et on passe aux questions. Pardon ? Ouais, ok. Les coulisses. Donc vous vous rappelez que les Bretons avaient un peu pris le lead, mais qu'ils étaient vus comme donc on disait des incendiaires ou des enragés. Donc a priori c'est pas eux qui allaient rallier tout le monde. Mais quand même, leur club breton commence à être connu. Vous avez plein de gens qui ont commencé à se rallier. Donc maintenant, le club, il ne se réunit plus dans la petite maison que les Bretons avaient louée. Il se réunit au café. Donc il y a dans l'arrière-salle du café Amaury, qui était un grand café à l'époque, comme il y en avait plein dans Versailles. Et tous les soirs, ils se réunissent pour voir ce qu'ils vont faire le lendemain. Et là, début août, il y a cette idée qui vient de l'abolition des privilèges. Ils ne l'appellent pas comme ça. Mais ils se disent, en gros, il faut faire quelque chose. Tout est bloqué, c'est le chaos partout, il faut un signe. Si on ne fait pas un signe très fort, rien ne peut s'arrêter. Et en plus, c'est nous qui sommes responsables maintenant. Donc ils disaient un signe fort. Qu'est-ce qu'on peut faire comme signe fort? C'est pas le tiers-état qui peut décider quoi que ce soit, parce qu'ils n'ont pas de privilèges. Mais il faut que les nobles, eux-mêmes, disent « Ok, on renonce à notre privilège sur l'impôt, on va accepter de payer l'impôt. » Plus quelques autres propositions symboliques, mais on se dit que ça c'est fort, ça va parler à tout le monde. Donc quand le bruit va courir un peu partout dans les campagnes ou autour de Paris, ça peut calmer les gens. Si on leur montre qu'on est capable de bouger, de changer, peut-être que les gens vont accepter d'attendre qu'on bosse et qu'on donne une constitution et qu'on ait un nouveau système plus juste. Ça, c'est l'idée qui vient un peu dans le club breton, fin juillet, début août. Et puis, le 2 août, il faut voter pour le nouveau président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée, c'est pas comme aujourd'hui le perchoir, ça doit tourner tous les 15 jours, et c'est le secrétaire de séance. Donc les 15 premiers jours, c'était un noble, je crois, ou un évêque. Les 15 jours suivants, c'était évêque ou noble. Mais il n'y avait pas eu d'élection. On avait pris, soit le clergé, ils avaient pris le plus vieux, le noble, ils avaient pris celui qu'ils voulaient. Au tiers-état, on se dit, les Bretons se disent, il y a quelque chose à faire. Donc si on maîtrise l'agenda des séances, on peut changer les choses. Et donc il y a une élection qui est très compliquée. Ils ont failli rater leur coup. Il y a un député rouennais qui est élu, qui est un modéré. Et là, les Bretons comprennent qu'ils ont perdu la main. Donc ils vont... En gros, ils vont empêcher le député rouennais de dormir, ils vont menacer, on ne sait pas trop comment. Globalement, le lendemain matin, le rouennais dit « je renonce ». Deuxième élection, et là, c'est le Chapelier qui est élu. Le Chapelier qui est un avocat, député de Rennes. Le 3 août, donc vous vous souvenez, il y a cette déclaration qui doit être votée sur est-ce qu'on d'appel à retour à l'ordre. Et là, au Café Amaury, le 3 août au soir, les Bretons et deux alliés qui sont le vicomte de Noailles et le duc d'Aiguillon se disent « Ok, on peut faire quelque chose ». A priori, c'est le duc d'Aiguillon qui était le moteur là-dessus, qui était le premier allié. Donc on dit on va prendre appui sur cette déclaration qui ne sert à rien pour proposer l'abolition des privilèges fiscaux et de quelques autres. Et a priori, ils mettent en gros leur plan, c'est vraiment un truc, c'est bricolé, ils ont 2 jours pour faire ça. Donc leur plan, c'est Aiguillon vient proposer le rachat des droits féodaux et l'abandon de quelques privilèges. Et puis ensuite, on va voir les premiers intervenants, donc Guy de Kerangal, celui qui est venu parler des grenouilles, lui on sait qu'il va parler en deuxième. Le troisième qui va dire juridiquement ça tient la route, lui il est prévu. Et puis après, aller à Jacques Test et on verra. A priori, donc Noailles devait parler aussi peut-être après Aiguillon. Et il l'a devancé. Peut-être aussi parce qu'Aiguillon avait un autre rôle là-dedans.
c'est que, oui, c'est le duc de Liancourt qui était président de l'Assemblée avant, et qui donc termine son petit mandat de 15 jours, et qui est complice aussi. Et avec le duc d'Aiguillon, il décide de donner 2 grands dîners. Alors les dîners, à l'époque, c'est à 5 heures. 2 grands dîners, donc chez le duc d'Aiguillon, chez le marquis de Liancourt, où vraisemblablement on a bien bu. Et donc tous les nobles sont arrivés un peu préparés. J'imagine aussi ce qu'on a discuté. Donc les nobles sont arrivés à la séance du 4 août, bien préparés pour voter pour. Et se dire, en gros, bah, si on ne fait pas ça, nos châteaux vont brûler. Donc on est prêt à accepter cet abandon des privilèges. Donc, ils acceptent le plan, ils acceptent de suivre Aiguillon et Noailles, plus ou moins à contre-cœur. Et ensuite, ils sont complètement débordés tous par ce qui se passe. C'est un moment comme ça qui est voilà, d'effervescence collective. L'historien avec qui j'ai travaillé me disait que le 4 août, c'est l'histoire d'un effondrement. J'en terminerai peut-être là-dessus. Le 4 août, c'est l'histoire d'un effondrement. C'est-à-dire que vous avez un système qui était en place depuis très longtemps, qui était complètement bloqué, qu'on avait essayé d'attaquer plein de fois. Louis XVI, donc lui-même, avait essayé sans y arriver. Et à un moment, le système est tellement pourri qu'il s'effondre tout seul. Et vous avez des gens qui ont réfléchi depuis longtemps, on parle du siècle des Lumières, etc., vous avez des gens qui réfléchissent depuis longtemps à ce qu'on pourrait faire. Donc qui ont en tête des bouts d'une constitution qu'on pourrait adopter, qui ont en tête un système fiscal plus juste, etc. Donc en une nuit, c'est eux qu'on appelle, ces gens-là qui réfléchissent depuis longtemps, à qui depuis 15 ans on dit « mais c'est n'importe quoi, vos trucs, ça ne tiendra jamais, etc. » Là maintenant, il n'y a plus qu'eux qui ont des idées, donc on dit bah, « ok, racontez-nous ». Et donc cette nuit du 4 août, c'est en une nuit, comment un vieux régime, et ça fait 5 siècles, s'effondre, et comment un nouveau commence à poindre, qui est vraiment promu par ce qu'on appelle à l'époque les libéraux. Voilà, donc c'est vraiment la liberté de commerce, etc. C'est ça les idées. Donc ce n'est pas du tout des idées révolutionnaires. Hein, c'est plutôt les idées libérales qu'on voit aujourd'hui, mais qui à l'époque sont naissantes et qui prennent la place du vieux système féodal. En gros, pour les gens de l'époque, ils n'appellent pas ça tout de suite la nuit de l'abolition des privilèges, mais pour les gens de l'époque, la nuit du 4 août, c'est celle de la fin du système féodal. Tout ce système-là, il s'est écroulé. Voilà. Et donc, les jours d'après, je vous les raconterai plus tard en discutant. Mais voilà, il y a ça, et tous les députés vont se coucher. Vraiment. Alors, après 2-3 heures, je pense que j'ai cherché. Croyez-moi, j'ai cherché à savoir s'il y avait une buvette ou pas. On ne sait pas. Sans doute que non. Mais ils pouvaient entrer et sortir. Mais en tout cas, ils retournent tous se coucher. Ils sont dépassés par ce qu'ils viennent de faire. Et donc le député que j'avais pris, moi j'ai pris un député de Lorraine comme fil rouge, qui est un député complètement modéré, et qui rentre chez lui et qui d'habitude il écrit des lettres de 5 pages, c'est long, c'est fastidieux. Et là il écrit « Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'avons-nous donc fait ?» Exactement. Et il écrit rien d'autre. Donc voilà, je m'arrête là, mais on peut tout à discuter. Mais donc voilà, cette histoire d'effondrement, ça c'est la nuit du 4 août 1789. Et il y a la plupart des gens se disent aussi « Ok, la révolution elle est finie. Maintenant c'est bon, maintenant on peut rentrer chez nous. » Bon, en fait non. Voilà. Vous dites que c'est le grand bazar, mais oui. En fait, vous parlez aussi de président de séance, de secrétaire, etc. Comment ça se met en place, cette assemblée, justement ? Ça se met en place comme on peut. Parce que j'en ai parlé un tout petit peu. Au début des États généraux, ils doivent inventer comment voter, par exemple. On ne sait pas. Donc la première fois qu'ils doivent voter, le système qu'ils imaginent, c'est que chacun son tour, parce que je ne vois pas tout le monde, chacun son tour va à la tribune et dit pour ou contre. Alors comme ils sont 600 au tiers état, donc on comprend vite que ce n'est pas possible. Il y a plein de petits systèmes qui bidouillent, quoi, vraiment. Après, l'organisation d'une assemblée avec un président, sous-président, etc., enfin, ça, ils ont tous en tête, ils sont dans des guildes de je ne sais pas quoi, enfin,
Mais les parlements régionaux. Il y a les parlements régionaux, donc voilà, il y a plein d'exemples. Mais voter, ça n'existe pas. C'est là que, c'est peu de temps après, qu'on va commencer à inventer la droite et la gauche. Et on l'invente parce qu'on comprend bien qu'il y a des gens qui votent un peu toujours pareil. Donc on se dit, ils vont se regrouper, et puis ben, on va les compter plus facilement comme ça. C'est-à-dire qu'on va voter à main levée. Avec Shopify, en ligne. Et voilà, mais il faut penser qu'il y a des perturbations tout le temps, dans le public, dehors, etc. Donc il n'y a pas du tout... et oui, je disais ça à un monsieur qui était arrivé en avance. Les députés de l'époque, quand ils écrivent dans leurs journaux ou à leurs électeurs, ils passent leur temps à dire « on est nuls, ça avance pas, et puis de toute façon, il faut les écouter, les autres députés, ils jurent comme des charretiers, enfin, on s'entend pas, on se coupe la parole, c'est vraiment, on n'arrivera à rien. » Donc oui, c'est aussi le grand message que je voulais passer, c'est que souvent, c'était vraiment mon point là dans le livre, c'était de montrer que on croit souvent qu'il y a eu des grands hommes en 1789, parce qu'on les a glorifiés depuis plus de 200 ans. En fait, les gens qui ont fait ça, c'est vraiment plutôt des gens comme nous, qui n'étaient pas venus pour ça, qui n'étaient pas prêts pour ça, qui le faisaient n'importe comment et qui se disaient la veille, on n'arrivera jamais à rien, tellement on est nuls. Et en fait. Voilà. Et il y a plein de signes qui montrent qu'il l'était probablement. Oui. Est-ce qu'ils arrivent même à se comprendre absolument tous, vu la survivance des patois à l'époque, entre Languedoc, Languedoc? Alors, j'aurais bien aimé savoir, mais j'ai pas réussi à trouver. En tout cas, il y a clairement une langue officielle qui est le français. Tous les comptes rendus de l'époque sont en français. Toutes les lettres, j'ai pas trouvé de lettres de députés qui écrivaient dans leur province en patois. En gros, les patois sont quand même pas souvent, ça dépend des langues, hein, mais ils sont souvent oraux. Non, mais souvent les patois sont oraux. Donc j'imagine que quand on lisait la lettre du député dans la salle générale, etc., vous aviez des gens qui traduisaient en patois. Parce que les élus sont bourgeois. Les élus sont bourgeois. Donc ils parlent vraiment. Voilà. Il y a déjà un début de France, quand même de France qui existe, qui est surtout, c'est effectivement le français qui est le socle commun. Donc ils parlent tous en français. Mais j'imagine qu'il y a des accents hyper différents, mais j'ai rien trouvé. J'aurais adoré tomber sur un bout de lettre de député qui dit « ouais, mais bon, c'était un provençal, on ne comprenait rien ». Non. J'ai lu des milliers de pages et j'ai pas trouvé ça. Donc j'aurais adoré avoir une réponse précise à cette question. Comment on en arrive, du point de vue de votre version, de Vive le roi, le 4 août, ouais, à guillotine? À guillotine. Alors, ça va être dur de faire une réponse en 10 secondes. Ouais, non mais, comment dire? Après, alors je vais commencer à parler un petit peu de ce qui se passe juste après le 4 août et puis je reviens à votre question. Après le 4 août, vous avez Necker qui revient et qui dit « Ok, c'est super, mais je vous rappelle qu'il y a un déficit de 300 millions. » Et donc, voilà. Donc là, il va y avoir ils vont mettre une semaine à voter les articles. Il faut les préciser, ces articles, parce que c'était à peine rédigé. Ils vont mettre une semaine à voter précisément ce qu'ils ont décidé le 4 août. Là-dedans, il y a une mystification complète quand ils votent le rachat des dîmes. Il y a vraiment un coût pendable. Si on a le temps, je vous raconte après, mais en gros, finalement, on ne les rachète pas, on décide de supprimer la dîme. On supprime la dîme. En gros, on dit, la dîme est supprimée, on va payer, c'est l'État qui va payer les gens. Alors l'État n'a pas de sous, mais c'est pas grave parce qu'on dit que comme maintenant c'est l'État qui paye, c'est comme si l'Église était nationalisée. Donc tout ce qu'elle possède, on peut le prendre, l'État peut le prendre, et ensuite le revendre, ça fera des sous. En gros, c'est le plan qui est... Talleyrand est dans le coup. C'est le plan qui naît peut-être un peu avant le 4 août et après pour renflouer le trésor royal. C'est prendre l'argent là où il est. Donc on parle d'argent magique parfois. Là, il se trouve qu'il y en avait. Il était dans le clergé. Donc on le prend et on vend ce qu'on appelle les biens nationaux. Ça, c'est une grande spoliation. Toute l'année d'après, la révolution va un peu le premier mouvement de révolution va se fracasser sur les difficultés sociales, parce qu'on ne résout pas ça d'un coup, et sur la religion.
parce que les curés qui ont été vraiment pour le début, ils ont joué un rôle extrêmement important au début de la Révolution. Sans eux, il n'y aurait sans doute pas eu l'Assemblée nationale, etc. Après le 4 août, ils veulent plus, ils pensent que tout est fait, quoi. Et dans les provinces, on veut envoyer des nouveaux, enfin, l'année suivante, on va vouloir envoyer des nouveaux curés qui ont juré fidélité à la Constitution. Les curés qui étaient en place, évidemment, ils veulent continuer à professer. Puis les gens, ils veulent garder leur curé. Donc il y a beaucoup de difficultés. Et Louis XVI est tout à fait favorable au clergé. Donc ça se tend petit à petit. En gros, Louis XVI a accepté, à contre-cœur, mais ce qui se passait ce qui avait été dit le 4 août. On lui a forcé la main. Et il va freiner des cas de fer pendant 2 ans. Il n'est pas tout seul, hein, mais... Et donc, petit à petit, en gros, ils vont essayer de forcer ce qu'ils avaient décidé en 89. Donc, par exemple, les droits féodaux ne vont jamais être rachetés. Ils avaient été déclarés rachetables. Et en fait, ce ne sera jamais mis en place. Vous avez 3 ou 4 textes différents qui vont dire « Ok, on va changer les conditions, etc. » Finalement, en 93, c'est la Convention qui dit « Ok, on supprime tous les droits féodaux. » Donc vous avez une radicalisation progressive de la Révolution. Et Louis XVI qui, lui, commence dès la fin 89 à freiner tout ce qu'il peut. Et ensuite, surtout, vous avez donc plein de nobles qui fuient la France. Et ces nobles commencent à imaginer un retour, enfin en gros une contre-révolution. Donc Louis XVI est soupçonné de complot, de complicité avec l'étranger, avec des armées étrangères qui viendraient remettre Louis XVI sur son trône tel qu'il était avant. Donc, pardon, la réponse à votre question est un peu, c'est un peu flou, mais tout ça va très vite en 4 ans. Mais c'est progressif. Mais le moment de bascule, vous avez un moment de bascule en 91 avec la constitution civile du clergé qui polarise complètement la France. Et puis vous avez le début de la guerre, des guerres avec les pays étrangers en 92. Et donc en 92, il y a une fracture complète entre on peut pas dire entre le peuple et le roi, mais entre quasiment toute l'Assemblée et le roi. Et petit à petit, on se met à emprisonner de plus en plus de nobles. Il y a une espèce de folie quand même qui s'empare de l'Assemblée en 93-94. Donc ce serait parce qu'ils n'ont pas tenu leur promesse de la nuit du 4 août, en fait, c'est ça? Ben, je ne veux pas non plus tout mettre sur la nuit du 4 août. Mais ce qu'ils ont mis en branle, la nuit du 4 août, avec notamment cette histoire, c'est pour ça que je parlais des biens nationaux et de la nationalisation des biens du clergé, ils auraient sans doute pu trouver une façon un peu plus accommodante avec les campagnes pour que ça se passe mieux. Mais les décisions se prennent à Paris et à Versailles. On veut forcer ça dans les provinces. Là, c'est une analyse un peu personnelle, mais enfin, je la partage avec il y a pas mal d'historiens qui le voient comme ça. On veut forcer ces décisions, ça crispe trop en province. Et comme ça crispe en province et que du coup, on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on voudrait, les députés voient que leurs idées ne sont pas bien mises en place, ils se crispent à leur tour et ils vont plus loin. Il y a un jeu comme ça d'entraînement, de surenchère. Voilà. Mais c'est difficile de résumer 4 ans qui sont où il se passe tellement de choses chaque semaine, quoi. Voilà. Donc je suis désolé, c'est un peu flou. Ouais, un livre par jour. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est les Bretons qui sont là très actifs. Or, à la fin de la Révolution, c'est les Bretons qui sont plutôt souverainistes. Oui, alors, vous avez les députés vendéens. Oui, c'est ça. Mais les Bretons, en fait, ils sont... toute la Bretagne est très croyante. Et donc, moi, dans les archives, j'ai des députés... il y a un député nantais qui, lui, est persuadé que toute la Révolution est un complot protestant. Et lui, il est pas tout à fait contre le 4 août. Et puis, quand il rentre à Nantes, il se dit, non, il devient contre-révolutionnaire tout de suite. J'ai oublié de préciser que après donc oui, je suis passé un peu vite, mais donc, après le 4 août, il y a tout l'été qui passe, ça flotte. Vous avez ce qu'on appelle les journées d'octobre,
Ça vous dit quelque chose? En gros, comme ça n'avance pas, parce qu'il y a un qui peut avancer très vite, ça n'avance pas, les Parisiens, surtout les Parisiennes, on ne peut plus, elles viennent manifester, donc c'est les Parisiennes, notamment ce qu'on appelle les poissards, donc les commerçantes, qui viennent manifester devant les grilles du château de Versailles, qui obtiennent en gros, que le roi et la reine reviennent à Paris. Quelques jours plus tard, vous avez l'Assemblée qui, elle aussi, revient à Paris. Et là, le club des Bretons se cherche une nouvelle résidence. Et donc, ils prennent résidence au couvent des Jacobins. Et donc, le club des Jacobins, c'est le club breton du début des États généraux qui s'est transformé. Oui, comment est-ce que du coup cette assemblée, elle arrive à avoir une forme de légitimité vis-à-vis une force publique pour maintenir l'ordre, qu'il y a les armées du roi qui sont à la fois des mercenaires et des nobles? Ouais. Est-ce que c'est la garde nationale? Est-ce que c'est parce qu'il y a les premières conscriptions et que la nouvelle armée maintient l'ordre? Alors, les gardes nationales, ce qui était les gardes françaises, deviennent gardes nationales. Donc en gros, la légitimité, elle l'a surtout parce que Louis XVI a admis que maintenant c'était l'Assemblée qui allait dicter les lois. Enfin, il acceptait que l'Assemblée écrive la Constitution. Et il y a aussi une forme de légitimité populaire parce que vraiment, les États généraux, tout le monde, enfin, tout le pays s'y est intéressé. Donc il y a mais juridiquement, c'est surtout le fait que Louis XVI, qui est celui qui décide de tout, accepte que l'Assemblée, il accepte l'existence de l'Assemblée constituante. Et après, pour les forces de l'ordre, c'est une des questions qui les obsède tout le temps, donc ils essaient d'organiser l'ordre en s'appuyant sur les organisations précédentes. Donc vous avez un grand... Là, je ne connais pas très bien cette histoire, mais vous avez le 14 juillet 1790, ce qu'on appelle la fête de la Fédération à Paris, où c'est tous les gardes françaises, tous les nouveaux gardes nationaux de tout le pays qui viennent à Paris pour montrer que maintenant, on a une force de l'ordre, un pays. Voilà. Ça, c'est un peu l'acmé de la Révolution, et puis après, ça... Voilà. Le 14 juillet 1791, vous avez une manifestation, la frange la plus radicale des Jacobins qui veut manifester, la frange la plus modérée des Jacobins qui veut interdire les manifestations, et finalement, vous avez des gardes nationaux qui tirent, enfin, vous avez une partie des Jacobins qui tirent sur l'autre. Et là, vraiment, la Révolution part en sucette. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir. Merci à vous pour cette... vraiment,